Le jour où on a lu le testament, dans l'arrière-salle du magasin général Kettering et Vale, 11 personnes se sont moquées de moi. Ce n'était pas un petit rire discret, ni le genre de rire poli qu'on cache derrière sa main. C'était ce rire gras et méchant, celui des gens qui ont enfin la permission d'être cruels. Deux commis de magasin s'appuyaient contre le comptoir, faisant semblant de trier des clous, mais observant la scène, bouche bée. Trois ouvrières de ranch étaient assises sur des barils de farine dans un coin, se passant une flasque. L'agent de fret, la femme du pasteur méthodiste, deux femmes d'une pension de famille qui chuchotaient derrière leurs mains gantées, le constable de la ville avec ses bottes posées sur une caisse. Ils étaient tous venus voir ce que la femme morte dans le ravin avait laissé derrière elle. Madame Ada Kettering se tenait au centre de la pièce, les papiers à la main. Elle était la gardienne du testament, la veuve du marchand, une femme dont la mâchoire ne semblait jamais se desserrer. Elle portait une robe de bombazin noir comme si elle assistait à un enterrement, ce qui, je suppose, était le cas, le mien. Elle a lu le document à voix haute, puis l'a plié, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Eh bien, mademoiselle Vin, votre tante vous a laissé 12 acres de vent, une parcelle de peupliers mourants et une baraque tout juste bonne à stocker des navets. Même les morts peuvent faire une blague à une jeune fille. » Les ouvriers chez les ranchs ont ri le plus fort. L'un d'eux s'est tapé sur le genou. J'avais 16 ans. J'avais 93 centimes en poche, un sac de voyage avec une seule robe de rechange et nulle part où dormir cette nuit-là. Mon père était mort en 1882, quand son chariot de marchandises s'était renversé en descendant un talus sur la piste de Yellowstone. Ma mère a tenu jusqu'au mois de mars suivant, faisant la lessive pendant un hiver humide jusqu'à ce que la pneumonie emporte ses poumons, puis sa vie. Après ça, je suis devenu quelque chose que les gens se passaient. 5 mois chez ma tante Lyda à Bismarck se sont terminés quand elle s'est remariée et a dit qu'elle ne pouvait pas nourrir une bouche de plus. 4 mois chez les Brennan près de Mondon se sont terminés quand j'ai corrigé à voix haute les comptes de semences de M. Brennan et qu'il a décidé que j'étais trop maligne pour un travail honnête. 7 mois au foyer épiscopal pour Phil de Jamestown se sont terminés quand j'ai dépassé l'âge de la charité, mais pas celui de la faim. 6 semaines à faire la cuisine à la pension de Mme Pike, ici même à Medora, se sont terminées quand le fils de la propriétaire n'a pas voulu me laisser tranquille et que Mme Pike a décidé que le problème, c'était moi. Je lisais tout. Manuels, almanachs, circulaires de chemin de fer, catalogues de poils. Mme Pike avait appelé ça de la vanité. Tante Lyda avait appelé ça dangereux. Les Brennan avaient appelé ça la preuve que je ne connaissais pas ma place. Moi, j'appelais ça la seule chose que j'avais. L'héritage était une concession forestière abandonnée à 9 miles au sud de la ville, dans un ravin de peupliers au-dessus des terres ravinées du Petit Missouri. Tout le monde à Medora connaissait l'endroit. Il l'appelait le petit bois d'allumage de Martha, parce que les arbres étaient tordus. Le sol était pauvre et la cabane était trop petite pour loger des ouvriers ou abriter du bétail en hiver. La femme qui y avait vécu avait acheté la concession abandonnée en 1863 pour 18 $, un prix si bas qu'il disait tout sur la valeur de la terre. On disait qu'elle avait été étrange. On disait qu'elle avait tapissé ses murs de bois comme un écureuil devenu fou. On disait qu'elle avait passé 22 hivers à faire quelque chose que personne ne comprenait. Puis elle était morte et personne ne s'était soucié de savoir quoi. Toute la ville savait que cette terre était une plaisanterie. Et maintenant, la plaisanterie m'appartenait. Madame Kettering observait mon visage attendant que je pleure, que je supplie ou que je demande ce que j'étais censé faire avec 12 acres de vent et une baraque bonne à stocker des navets. Mais quelque chose s'est produit quand elle a prononcé les mots « une parcelle de peupliers mourants ». Quelque chose s'est immobilisé en moi. Puis, une lueur est apparue. Bois de chauffage, murs, chaleur. Les mots se sont connectés comme les maillons d'une chaîne dont je ne voyais pas encore la fin. Je ne savais pas ce que la femme qui vivait là avait fait. Je ne savais pas ce qu'elle avait compris. Mais je savais, debout dans cette arrière-salle avec 11 personnes se moquant de mon héritage, que j'allais le découvrir. Si vous voulez savoir ce que j'ai fait de cette parcelle de peupliers mourants et de cette baraque que tout le monde appelait une blague, comment une orpheline de 16 ans avec 93 centimes et nulle part où dormir a transformé 12 acres de vent
en quelque chose qui a sauvé une vallée entière lorsque le pire froid en 50 ans est descendu en hurlant du nord. Alors abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Parce que ce que j'ai construit à l'intérieur de ces murs, ce que j'ai empilé, mesuré et brûlé, une rangée après l'autre, est une histoire qui vit encore aujourd'hui dans ces Badlands. J'ai quitté Medora 2 jours plus tard. Madame Kettering n'a pas essayé de m'arrêter. Je pense qu'elle était soulagée d'avoir une bouche de moins, qu'elle ne se sentait aucune obligation de nourrir. J'ai voyagé à l'arrière d'une charrette à mulets empruntée, avec mon sac de voyage, mes 93 centimes et le document qui disait que je possédais 12 acres de vent. La route vers le sud commençait assez bien. De la terre battue, des ornières de chariots, le genre de piste qu'on peut suivre sans réfléchir. Mais après les 5 premières miles, elle a commencé à se dégrader. Les ornières sont devenues moins profondes, puis ont disparu. La piste s'est rétrécie jusqu'à ce que des branches et raflent les deux côtés de la charrette. Le conducteur, un transporteur nommé Cobb, qui devait une faveur aux loueurs de chevaux et ne voulait rien savoir de la conversation, ne m'a pas regardé une seule fois. Les terres ravinées du petit Missouri s'ouvraient comme une blessure dans la terre. Je n'avais jamais vu de paysage pareil. La rivière avait sculpté le plateau en un labyrinthe de buttes et de coulées, exposant des couches d'argile et de scories rayées de rouille, de gris et de jaune terne. De loin, on aurait dit que Dieu avait commencé à construire quelque chose et était parti en plein milieu. De près, c'était pire. Le ravin est apparu dans la dernière heure avant de la nuit. Un pli peu profond dans des falaises, abrité sur 3 côtés par des crêtes d'argile érodées, avec une parcelle de peupliers et d'érables négondos longeant un lit de rivière asséché. Les arbres n'étaient pas impressionnants. Ils étaient tordus et courbés par le vent, avec une écorce fendue et des branches qui semblaient avoir participé à trop de bagarres. Le petit bois d'allumage de Martha. Je comprenais le nom maintenant. La cabane se trouvait au fond du ravin, là où les peupliers étaient les plus denses. Une seule pièce, peut-être 12 pieds sur 14, avec un toit qui s'affaissait au milieu et des murs faits de rondins qui n'avaient jamais été correctement calfeutrés. Le tuyau du poêle penchait fortement vers l'est. La porte avait tellement gonflé dans son cadre que Cobb a dû s'appuyer de toute son épaule pour la forcer à s'ouvrir. À l'intérieur, c'est l'odeur qui m'a frappé en premier. Des nids de souris, de la vieille cendre et quelque chose d'humide qui était humide depuis longtemps. Le sol était en terre battue avec quelques planches posées sur les pires endroits. Le poêle était un petit modèle carré, rouillé aux jointures, mais intact. Une fenêtre sur le mur sud, couverte de papier huilé sur un verre fissuré qui laissait entrer une traînée de lumière grise. Un cadre de lit fait de poteaux bruts, une table qui chancelait quand je la touchais, une étagère avec 3 gobelets en étain et une marmite avec un trou dans le fond. Cobb a posé mon sac de voyage à l'intérieur de la porte et n'est pas allé plus loin. « Vous êtes sûr de vous? » a-t-il demandé. Je n'étais sûr de rien, mais je n'avais nulle part où aller. Et le document dans mon sac disait que cette pièce pourrissante dans un ravin sans issue m'appartenait. « J'en suis sûr, ai-je dit. Il est parti avant la nuit complète. J'ai écouté la charrette grincer en remontant la piste jusqu'à ce que je ne l'entende plus. Puis il n'y a eu que le vent dans les peupliers, faisant ce bruit de couteau qu'on aiguise, et les craquements d'un bâtiment vide depuis 3 ans. Je n'ai pas dormi cette première nuit. Je suis resté assise sur le bord du cadre de lit, mon manteau encore sur moi, à regarder les coins sombres de la pièce et à penser à la longue marche pour retourner en ville. 9 miles. Je pouvais le faire le matin si je partais tôt. Je pouvais retrouver du travail en cuisine quelque part. Je pouvais survivre comme j'avais toujours survécu, en me faisant petite, utile et facile à ignorer. Mais quelque chose me retenait sur cette chaise. Je me suis levé avant l'aube et j'ai commencé à explorer ce que j'avais. La cabane était pire à la lumière du jour. Le coin nord-ouest s'était tellement affaissé que les rondins du mur s'étaient séparés de la poutre du toit. Je pouvais voir le ciel gris à travers l'interstice. Le calfeutrage entre les rondins était tombé par longues sections, laissant des fissures larges comme un doigt où le vent s'engouffrait comme s'il était chez lui. Le poêle fonctionnait, mais à peine. J'ai fait un petit feu avec des branches mortes que j'ai ramassées dehors, et la chaleur était montée tout droit pour s'échapper par le toit qui fuyait. Le sol sous la plateforme du lit avait un son creux étrange quand je marchais dessus. Pas pourri, juste creux. Je me suis mise à genoux et j'ai regardé de plus près. Les planches avaient été clouées avec soin,
mais un coin était lâche, comme si quelqu'un l'avait soulevé plus d'une fois. J'ai tiré sur la planche lâche, puis sur la suivante, puis sur la troisième. En dessous, il y avait une boîte en pin clouée, enveloppée dans une toile cirée qui l'avait protégée de la plupart de l'humidité. Mes mains tremblaient quand je l'ai sortie, pas de froid, mais de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. À l'intérieur de la boîte, il y avait 9 carnets de la taille d'un grand livre, remplis d'écritures manuscrites, 2 cartes pliées, copiées à la main, montrant les régimes de vent à travers le territoire, une règle de charpentier avec des mesures marquées au crayon sur le bord en bois, et un paquet de lettres attachées avec de la ficelle, adressées mais jamais envoyées. Les carnets étaient numérotés, mais pas par année. Le premier disait « Premier froid » sur la couverture. Le deuxième disait « Deuxième froid ». Le troisième disait « Après le Norther Bleu ». Ils étaient datés par hiver, pas par calendrier. Quelqu'un avait vécu dans cette cabane et avait compté le temps par le nombre de fois où elle avait survécu. J'ai ouvert le premier carnet. L'écriture était petite et précise, remplissant chaque ligne. La première phrase que j'ai lue m'a glacé. Un mur mince est une promesse faite au vent. Je me suis assise par terre, le dos contre le mur tordu, et j'ai lu jusqu'à ce que la lumière baisse. Son nom était Martha Veen, la tante de mon père, une femme que je n'avais jamais rencontrée et dont j'ignorais à peine l'existence jusqu'à ce que Madame Kettering lise le testament dans cette arrière-salle et que toute la ville se moque. Elle avait vécu dans cette cabane pendant 22 hivers, non pas parce qu'elle ne pouvait pas partir, mais parce qu'elle essayait de comprendre quelque chose. Les carnets étaient un enregistrement de chaque vague de froid, de chaque direction du vent, de chaque motif de gel qu'elle avait observé en plus de 2 décennies. Elle avait mesuré la température au niveau du sol chaque matin pendant 12 hivers consécutifs. Elle avait noté à quelle vitesse la chaleur du poêle se dissipait en fonction de la direction du vent. Elle avait dessiné les fissures dans les murs et suivi celles qui laissaient entrer le plus de courant d'air. Mais ce qu'elle étudiait vraiment, c'était de l'échec. Comment la chaleur s'échappait, où les murs s'éteignent, ce qui arrivait à une petite pièce quand l'hiver frappait fort et que les rondins étaient minces et que le vent trouvait chaque interstice. Cette cabane perd sa chaleur comme un homme perd son sang d'une blessure au ventre, a-t-elle écrit dans le carnet marqué « Quatrième froid ». Lentement, constamment, et c'est fatal si on ne trouve pas la blessure. Elle l'avait trouvée. La blessure, c'était les murs eux-mêmes. Les rondins n'étaient pas assez épais pour retenir la chaleur. Le calfeutrage tombait chaque saison. Les interstices laissaient entrer un vent qui emportait de la chaleur plus vite que n'importe quel poêle ne pouvait la remplacer. Elle avait essayé de refaire le calfeutrage, d'accrocher des couvertures, d'essayer toutes les solutions que la frontière connaissait. Aucune n'a fonctionné longtemps. Puis elle a commencé à expérimenter avec autre chose. Dans le carnet marqué « Septième froid », elle avait dessiné un diagramme. Il montrait la cabane vue de dessus, avec une ligne épaisse et sombre longeant l'intérieur des 4 murs. La ligne était légendée, bois empilés, côté fendu vers l'intérieur du sol au toit. À côté du diagramme, elle avait écrit « L'air immobile est meilleur que l'air en mouvement. Le bois ne conduit pas la chaleur comme la pierre. Et si le combustible lui-même devenait le mur avant de devenir le feu? » Elle avait empilé du bois de chauffage contre les murs intérieurs. Pas entassé négligemment dans un coin, mais empilé avec soin, le côté fendu tourné vers l'intérieur, avec un espace de la largeur d'une main entre le bois et le mur de rondins pour créer un espace d'air immobile. Elle avait mesuré les températures avant et après. La différence était significative. Le mur nord transpirait de givre à l'intérieur pendant le pire de janvier, a-t-elle écrit. Mais le bois derrière ma pile était sec, l'air entre les piles restait immobile. La chaleur du poêle restait dans la pièce au lieu de s'échapper. J'ai lu ce passage 3 fois, puis je l'ai relu. Elle n'avait pas découvert la magie, elle avait découvert la physique. Le bois ne conduit pas la chaleur comme le métal ou la pierre. Le bois empilé emprisonne des poches d'air immobiles entre les morceaux. L'air immobile ne bouge pas, donc il n'emporte pas la chaleur. Elle avait essentiellement construit un mur isolant intérieur avec le même bois de chauffage qu'elle allait brûler de toute façon. Mais elle n'avait jamais terminé le travail. Le dernier carnet, marqué 22e froid, n'était qu'à moitié rempli. La dernière entrée était datée de janvier 1882. Après ça, plus rien.
Juste des pages blanches. J'ai levé les yeux des carnets et j'ai regardé les murs de la cabane. Des rondins minces, des trous dans le calfeutrage, le vent qui passait comme si la pièce était ouverte au ciel. Puis j'ai regardé la parcelle de peupliers dehors. Des arbres tordus, une écorce fendue, du bois de chauffage sur pied. Quelque chose s'est allumé en moi. Pas une allumette, une fournaise. Ce qui vous sauve dans un pays difficile, c'est souvent ce dont les gens se moquent avant de le comprendre. J'ai trouvé cette phrase dans le carnet marqué 12e froid, écrite après une période de 3 semaines où la température n'est jamais montée au-dessus de zéro. C'était ce que Martha Veen avait écrit de plus proche de la philosophie. Le reste n'était que mesures, observations et notes pratiques sur les essences de bois, le taux d'humidité et les vitesses de combustion. Mais cette phrase était la chose qui m'a fait m'asseoir sur le sol de cette cabane pourrissante et pleurer. Pas de tristesse, pas d'apitoiement, mais de reconnaissance, de la réalisation écrasante que quelqu'un comme moi était venu avant. Quelqu'un qui avait regardé une chose sans valeur et qui avait vu un système attendant d'être compris. Les lettres dans le paquet de toiles cirées étaient adressées au foyer épiscopal pour Phil de Jamestown. À moi. Martha avait écrit 2 fois demandant l'enfant Vin si elle est studieuse et têtue. Elle avait voulu transmettre la concession et les carnets aux seuls parents qu'elle pensait capables de comprendre. Les lettres étaient adressées aux bons soins de Mme Kettering, qui s'occupait du fret et des papiers locaux. Elles n'avaient jamais été transmises. J'ai posé les lettres et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Mme Kettering avait eu ces lettres, les avait lues et avait probablement décidé que donner une concession et les expériences d'une femme morte à une orpheline ne valaient pas la peine. La même femme qui avait ri et appelé cet endroit une blague faite à une jeune fille. J'ai ramassé la règle de charpentier au fond de la boîte. Martha avait marqué des mesures au crayon le long du bord, des distances entre le mur et la pile, des hauteurs pour un empilement stable, des notes sur les essences de bois qui se fendaient le plus proprement. Elle m'avait laissé tout ce dont j'avais besoin. La connaissance, les outils, la terre, le bois. Tout ce que j'avais à faire, c'était de finir ce qu'elle avait commencé. Ce premier hiver a failli me tuer. Je ne dis pas ça pour l'effet dramatique, je le pense littéralement. J'avais de la farine pour 10 jours, des haricots pour 12, pas de café, une hache qui était utilisable si je la gardais affûtée, pas d'argent pour acheter quoi que ce soit de plus. Les carnets me disaient quoi faire, mais le faire demandait un travail pour lequel je n'avais pas la force. Abattre un peuplier n'est pas un travail délicat. On frappe jusqu'à ce que les épaules brûlent, puis on frappe encore. On fend jusqu'à ce que les paumes se fissurent, puis on les bande et on fend encore. Et on le fait vite, parce que l'hiver n'attend pas que les orphelines développent leur endurance. J'ai réussi à empiler un mur de bois partiel contre le côté nord seulement. C'est tout ce que j'ai pu faire avant le premier grand gel. La cabane fuyait encore la chaleur de toutes parts, mais ce mur nord, celui dont Martha avait le plus parlé, avait 3 rangées de bois empilées entre moi et le vent. Ça a aidé, mais pas assez. Je me suis réveillé en décembre avec du givre qui se formait à l'intérieur de la bassine. Mon souffle formait des nuages qui restaient en suspension dans l'air jusqu'à ce que le poêle prenne le dessus. J'ai perdu 15 livres que je n'avais pas à perdre. Les os de mes hanches appuyaient si fort contre le matelas qu'ils laissaient des bleus. Mes mains se sont fissurées aux jointures et saignaient dans mes mitaines. L'idée de repartir à pied revenait chaque nuit. Le rire de Mme Kettering, la cuisine de Mme Pike, un toit qui ne fuyait pas et de la nourriture que je n'avais pas à piéger ou à cueillir. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'abandonner. Admettre que 12 acres de vent et les carnets d'une femme morte étaient exactement la blague que tout le monde disait. Ce qui m'a arrêté, c'est une ligne dans le carnet marquée 9e froid. Équateur, ne brûlez pas toute votre sécurité d'un coup. Une partie du combustible appartient au mur avant d'appartenir au poêle. Martha avait écrit ça après un blizzard de 3 jours où elle avait brûlé la moitié de sa réserve de bois en essayant de se réchauffer. Elle avait réalisé que brûler plus vite n'était pas la solution. Garder la chaleur plus longtemps l'était. J'ai lu cette ligne à 3 heures du matin, les dents claquant et les mains trop froides pour tenir la lanterne droite. Et j'ai compris quelque chose. Je n'avais pas froid parce que je n'avais pas assez de bois de chauffage. J'avais froid parce que la cabane perdait de la chaleur plus vite que je ne pouvais la remplacer. Chaque stère que je brûlais combattait le vent, pas ne me réchauffait.
Le bois devait d'abord devenir un mur, puis du combustible, dans cet ordre. La terre donnait à peine de quoi me maintenir en vie. J'ai trouvé des cerises de Virginie séchées sur la branche, leur peau ridée, mais la chair encore comestible. J'ai mal piégé un lapin et j'ai pleuré en le dépeçant parce que j'étais si fatigué et affamé et mes mains tremblaient trop pour faire des coupes nettes. J'ai tout mangé, y compris des parties que je ne devrais pas admettre avoir mangées. Le foie du lapin, des oignons sauvages déterrés du sol gelé, quelques cynorhodons flétris qui avaient un goût de cuir acide. Au printemps, je n'avais pas construit le système. J'avais seulement survécu assez longtemps pour commencer. Les 2 saisons suivantes, j'ai travaillé comme une possédée. Le printemps est arrivé lentement dans les terres ravinées. La neige a fondu par plaques, laissant une boue qui aspirait mes bottes et rendait chaque pas un effort. Mais les peupliers étaient de nouveau accessibles et j'avais toutes les mesures dont j'avais besoin grâce au carnet de Martha. J'ai commencé par le mur nord, démontant mon empilement hâtif de l'hiver et le reconstruisant correctement. Martha avait dessiné des traverses de plancher dans le carnet 6, des planches surélevées qui gardaient le bois hors de la terre et permettaient à l'air de circuler en dessous. Je les ai construites avec du bois de récupération d'un hangar effondré que j'ai trouvé à un demi-mile en amont du ravin. Les traverses couraient le long des 4 murs, à 18 pouces des rondins, créant un canal où je pouvais empiler. L'empilement lui-même était méthodique, côté fendu vers l'intérieur, car la surface pleine créait un contact plus serré et emprisonnait plus d'air. Des longueurs de 16 à 20 pouces, car c'était la hauteur que je pouvais gérer sans que les piles ne s'effondrent. Toutes les 4 rangées, une rangée croisée pour la stabilité, une modification que Martha n'avait pas mentionnée, mais que j'ai comprise après mon 2e effondrement. Je coupais et fendais de l'aube jusqu'à ce que mes bras ne puissent plus soulever la hache. Puis je transportais et empilais jusqu'à ce que mes jambes ne me tiennent plus. Puis je me traînais au lit et dormais comme une morte, me réveillais et recommençais. En juin, j'avais terminé le mur nord, du sol au plafond, 3 pieds d'épaisseur à la base, et s'effilant légèrement en montant. Quand je posais ma paume contre la rangée la plus intérieure, le bois était à température ambiante. Quand je posais ma paume contre le vieux mur de rondins à travers l'interstice, il était froid, même en été. Les carnets avaient raison, mais un mur ne suffisait pas. Martha avait écrit que le mur ouest était presque aussi mauvais que le nord et que l'est fuyait presque autant. Seul le sud, qui faisait face à la parcelle de peupliers et prenait moins de vent, était même partiellement tolérable. Je devais tous les faire. La sceptique de la communauté est apparue en juillet, quand je suis allé à Medora pour de l'huile de lampe et du sel. Madame Nora Pike, qui tenait la pension où j'avais fait la cuisine, m'a vu au comptoir du magasin général et s'est approchée avec ce sourire pincé. Cela signifiait qu'elle était sur le point de dire quelque chose qui ferait mal. « J'ai entendu dire que vous vivez dans la cabane de Martha », a-t-elle dit. « C'est exact. »« J'ai entendu dire que vous remplissez la pièce de bois de chauffage. »« C'est exact. » Madame Pike a secoué la tête lentement, comme si je venais de confirmer ses pires soupçons. Cette femme était dérangée, vous savez. Elle tapissait ses murs de bois comme un écureuil devenu fou. Les gens disaient qu'elle voulait se rôtir vivante. J'ai payé mon huile de lampe sans répondre. « Vous êtes jeune, madame ?» a ajouté Madame Pike, pas méchamment. « Il est encore temps d'abandonner les sottises et de trouver un travail convenable. »« Merci, madame, » ai-je dit. « Je m'en souviendrai. » Mais je suis retourné au ravin et j'ai continué à empiler. Fin octobre 1886, j'avais rentré 3 stères complets et terminé entièrement les murs nord et ouest. Le mur était à moitié fait. Le sud, je l'avais à peine touché. La pièce semblait absurdement plus petite maintenant. Je m'étais emmuré avec du combustible jusqu'à ce que l'espace de vie ne fasse plus que 8 pieds de carré. Mais la différence de température était réelle. Les carnets de Martha avaient enregistré un écart de 30 degrés entre les murs protégés et non protégés pendant les vagues de froid. J'avais commencé à prendre mes propres mesures, et jusqu'à présent, elle avait raison. Puis est venu le revers. Une vague de chaleur a soufflé des montagnes, un chinook, comme certains l'appelaient. La température a grimpé de 40 degrés en 2 jours. La neige a fondu, la glace a coulé, et les couches extérieures de mon bois soigneusement empilées ont absorbé l'humidité de l'air. Je me suis réveillé le 3e matin pour constater que le mur de la porte,
s'était déplacé vers l'extérieur pendant la nuit. 8 rangées de peupliers fendus penchaient à un angle de 10 degrés, prêtes à s'effondrer au moindre contact. J'ai passé toute la journée à réempiler, furieuse, effrayée. Et si cela se produisait pendant un blizzard? Et si je perdais un mur au moment où j'en avais le plus besoin? J'ai modifié le design de Martha. Croiser toutes les 4 rangées n'était pas suffisant. J'ai ajouté des liens en sol tressés sur le mur de la porte, attachés à des tasseaux de plafond que j'ai moi-même enfoncés. J'ai installé des lattes verticales le long des coins où les piles se rejoignaient. Les murs sont devenus des murs, pas seulement des tas. Le véritable test est arrivé 3 semaines plus tard. Novembre 1886 a frappé le territoire du Dakota comme un poing. La température a chuté de 30 degrés en un seul après-midi. Le vent est venu du nord-ouest à des vitesses qui faisaient grincer et gémir la cabane. Je pouvais entendre les peupliers dehors casser des branches, gémissant dans la tempête. Je suis resté au lit cette nuit-là, attendant le froid, attendant ce courant d'air glacial qui m'avait tenu éveillé l'hiver précédent, attendant que le givre se forme sur la bassine et que le sol se transforme en glace. Il n'est pas venu. La cabane était calme. Je me suis levé dans le noir et j'ai allumé une bougie. L'air était froid, oui, mais rien à voir avec l'hiver dernier. Le sol près du mur nord, qui avait été mortel auparavant, était simplement frais. Le poêle ne peinait pas. Il fonctionnait de manière stable et efficace parce que la chaleur restait à l'intérieur au lieu de s'échapper. J'ai pressé ma paume contre la face intérieure du mur de bois. Un léger frisson, sec. Puis j'ai soulevé une planche que j'avais laissée lâche près du sol, où je pouvais vérifier l'espace entre ma pile et le vieux mur de rondins. Givre blanc, du givre épais comme de la peinture incrustée sur les rondins là où le froid avait poussé, mais il s'était arrêté à l'interstice. Le mur de bois derrière était intact. Le système fonctionnait. Je me suis tenu au centre de mon minuscule espace de vie, entouré de peupliers fendus sur 3 côtés. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai ri. Puis je me suis assise par terre, le visage dans les mains, et j'ai pleuré. Pas de chagrin, pas de froid, mais du soulagement écrasant, profond, de savoir que Martha avait eu raison, que la chose que tout le monde appelait folle fonctionnait réellement, que je n'allais pas mourir. Je ne savais pas encore que quelqu'un observait. Jeepa le Creed est apparu la semaine suivante, menant un cheval bay décharné en haut du ravin, un couteau à 2 mains à la main et une expression qui disait qu'il était prêt à être déçu. Il avait 72 ans. Sa poitrine était un peu voûtée par des décennies de travail de transport. Un sourcil blanc poussait plus long que l'autre, lui donnant un air perpétuellement sceptique. Il avait été charretier pour l'armée, charpentier, un homme qui construisait des choses dans des endroits où les bâtiments ne voulaient pas rester debout. Il avait aussi connu Martha Veen. Je suis sorti de la cabane quand j'ai entendu le cheval, ne sachant pas s'il fallait prendre la hache ou non. Il s'est arrêté au bord de la parcelle de peupliers et m'a étudié un long moment. « Vous êtes la fille Veen, a-t-il dit. « Je suis Elsie Veen. J'ai remarqué votre fumée. » Il a fait un geste vers le tuyau du poêle. « Elle est fine. Mon poêle tire bien. Votre poêle tire comme celui de n'importe qui. » Il a attaché son cheval à une branche et s'est dirigé vers la cabane. « Ce qui est différent, c'est votre pièce. Ça vous dérange si je jette un œil? » Ça me dérangeait, mais j'avais aussi besoin que quelqu'un le voie. Quelqu'un qui comprendrait ce que j'avais fait. Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer. Il est resté sur le seuil un long moment, observant les murs empilés, les traverses de plancher, les rails de séchage que j'avais installés au-dessus du poêle, les tasseaux de plafond modifiés. Puis, il s'est approché du mur nord et a frappé le bois avec ses phalanges. Des coups durs de test, comme s'il vérifiait la pourriture. Il s'est accroupi et a regardé l'espace entre ma pile et les vieux rondins. Il a vérifié le sol sous les traverses. Il a étudié les liens croisés sur le mur de la porte. Puis, il s'est relevé et m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas lire. « Votre tante Martha avait raison, a-t-il dit doucement. Elle était juste 20 ans trop en avance pour que les gens supportent qu'on le leur dise. » C'est à ce moment-là que tout a changé. Jeepa le Creed est devenu mon professeur. Il avait transporté des planches jusqu'au ravin de Martha 2 fois. Autrefois, il avait joué aux dames à sa table.
Il l'avait aidé à remettre le poêle en place quand une pile murale s'était déplacée en 1876. Il savait ce qu'elle essayait de faire, même s'il n'avait pas entièrement compris pourquoi. Ce qu'il a apporté, oh, alors, c'était une connaissance pratique que je n'avais pas. Comment répartir le poids pour que les traverses de plancher ne s'enfoncent pas? Comment mieux fixer les tasseaux pour que l'empilement reste d'aplomb, même lorsque les niveaux d'humidité changeaient? Comment élargir la zone de sécurité du poêle pour que je ne risque jamais qu'une étincelle n'atteigne le mur intérieur? Il venait 3 jours par semaine quand son corps le lui permettait. Parfois, il ne pouvait rester qu'une heure avant que la toux ne devienne trop forte et qu'il doive se reposer. Mais chaque heure qu'il me donnait valait une semaine d'essais et d'erreurs par moi-même. La frontière ne fait confiance qu'à ce qu'elle voit, m'a-t-il dit un après-midi, en me regardant marquer les lignes d'humidité sur les rangées extérieures. Elle ne croit pas aux idées. Elle croit aux résultats. Quand cette pièce vous gardera en vie à travers quelque chose qui tue les non-préparés, ils comprendront. Pas avant. J'ai hoché la tête, mais je ne pensais pas à la ville. Je pensais à Martha, à ses carnets, à 22 hivers de travail minutieux que personne n'a jamais vus. Le savait-elle? Ai-je demandé. Avant de mourir, savait-elle que ça marcherait? Jipa était resté silencieux un long moment. Elle savait que ça fonctionnait, a-t-il dit finalement. Elle ne savait pas que quelqu'un le finirait un jour. J'ai regardé les murs que j'avais construits, les murs qu'elle avait conçus. Je suis en train de le finir, ai-je dit. Il a souri. C'était la première fois que je le voyais sourire. Je sais, a-t-il dit, c'est pour ça que je suis là. Mais je ne savais pas encore le peu de temps qu'il nous restait. Jaipa avait 72 ans. Ses poumons étaient mauvais. Ses articulations lui faisaient mal dans le froid. Il pouvait m'apprendre tout ce qu'il savait, mais il ne pouvait pas rester assez longtemps pour voir le projet aboutir. Le système produisait. La pièce était chaude. Les carnets avaient raison, mais le véritable test n'était pas encore venu. Jipa m'a appris des choses que les carnets ne pouvaient pas. Martha avait été une observatrice attentive, mais elle avait travaillé seule. Ses mesures étaient précises. Ses théories étaient solides, mais elle n'avait jamais eu l'œil d'un charpentier pour les chemins de charge et les points de contrainte, pour la façon dont le bois bouge en séchant, pour les petites défaillances qui deviennent de grandes défaillances quand l'hiver frappe fort. Jipa m'a fait visiter la cabane mur par mur, soulignant des choses que j'avais manquées. « Vos traverses sont bonnes, a-t-il dit, accroupi près du mur nord. Mais le poids n'est pas réparti uniformément. Voyez ici, où le sol s'affaisse, c'est là que votre pile se déplacera en premier. » Il m'a montré comment caler les points bas avec des pierres plates, comment enfoncer des coins entre les traverses et les planches du sol pour que rien ne puisse s'affaisser de manière inégale. Comment vérifier les points faibles dans le bois chaque semaine et remplacer toute pièce qui semblait spongieuse avant qu'elle ne puisse faire pourrir ses voisines. Les rails de séchage au-dessus du poêle étaient de mon propre ajout, mais Jipa les a améliorés. Il les a suspendus en biais pour que l'humidité s'égoutte loin du feu, pas dedans. Il a ajouté des crochets pour les gants et les chaussettes mouillées. Il a construit un petit support à côté du poêle où je pouvais réchauffer le bois gelé avant de l'empiler, afin que le changement de température ne fissure pas les morceaux. Son habileté pratique venait d'une vie passée à faire fonctionner les choses dans des endroits où l'échec signifiait la mort. Il avait construit des chariots de marchandises qui traversaient le territoire sous la chaleur de l'été et les tempêtes d'hiver. Il avait réparé des casernes de l'armée avec tous les matériaux qu'il pouvait trouver. Il savait ce qui tenait et ce qui cassait. Il connaissait aussi la perte. Sa femme était morte en couche dans les plaines 30 ans avant ma naissance. Le bébé était mort aussi. Il les avait enterrés tous les deux dans une seule tombe près de Fort Rice et ne s'était jamais remarié. L'armée lui avait pris l'ouïe d'une oreille à cause des années passées, avec les attelages de chariots et le fret d'artillerie. Il marchait avec une raideur dans la hanche gauche qui s'aggravait par temps froid. « Les plaines prennent, m'a-t-il dit une fois, en me regardant fendre du peuplier. C'est ce qu'elles font. La question est de savoir si vous reprenez. » Il l'a dit sans apitoiement, juste comme un fait. De la même manière que je parlais de Madame Kettering, de l'orphelinat et des familles qui m'avaient fait passer de main en main comme un meuble que personne ne voulait garder. Nous nous comprenions, mais la compréhension n'arrêtait pas le temps. Jipa avait 72 ans. Sa toux s'est aggravée à mesure que l'hiver s'installait. Certains matins, il ne pouvait pas faire la marche depuis Medora. Certains jours,
Il devait s'arrêter au milieu d'une leçon et s'asseoir jusqu'à ce que sa respiration se calme. Vous apprenez vite, a-t-il dit un après-midi, en me regardant renforcer le muret avec la technique de lien croisé qu'il m'avait montré. C'est une bonne chose parce que je ne serai pas là pour toujours. Je n'ai pas répondu, j'ai juste continué à travailler. Tout au long de 1887, j'ai transformé le système en quelque chose de réel. À Noël, j'avais empilé 3 stères complets jusqu'au plafond sur les 4 côtés. La pièce était minuscule maintenant, à peine 8 pieds de carré, avec une allée étroite de la porte au lit et une autre du lit au poêle. Tout ce que je possédais tenait sur 2 étagères au-dessus de la plateforme de couchage. Les tasseaux de plafond maintenaient les piles d'aplomb. Les liens en sol stabilisaient les coins. Les traverses de plancher s'étaient installées dans leur position finale et n'avaient pas bougé depuis des mois. Je tenais des registres comme Martha l'avait fait. Chaque matin, je mesurais la température au niveau du sol près du poêle et au bord extérieur du mur de bois. Le 4 janvier 1887, avec une température extérieure de 22 degrés sous zéro, le sol près du poêle indiquait 48 degrés et le bord extérieur de la pile indiquait 31, une différence de 17 degrés sur 3 pieds de bois. Mais le vrai chiffre était celui-ci. J'ai brûlé un tiers de stère ce mois-là. L'hiver précédent, sans le système de mur, j'avais brûlé près d'un stère complet juste en janvier et je me réveillais encore avec du givre sur les couvertures. Le bois isolait d'abord et chauffait ensuite, exactement comme Martha l'avait écrit. Mon corps montrait le travail. Mes épaules s'étaient épaissies. Mes paumes étaient devenues brillantes et dures. La peau s'étirait sur des callosités qui ne disparaissaient jamais tout à fait. Mes mains ne ressemblaient plus à des mains de jeune fille. Elles ressemblaient à des outils. Le tribut physique était constant. La fumée du poêle m'asséchait la gorge jusqu'à ce que je tousse toute la nuit. Mes genoux me faisaient mal à force de m'agenouiller sur des planches dures. J'ai développé une bosse permanente à force de me déplacer sous la porte basse et dans les allées étroites. Mais j'étais en vie. J'avais chaud et le système fonctionnait. Le printemps est venu et j'ai coupé plus de bois vert pour le faire sécher. L'été, j'ai construit un hangar à l'extérieur pour le séchage, avec des murs à lattes qui laissaient l'air circuler. L'automne, j'ai achevé une deuxième amélioration, un berceau amovible autour de l'alcôve du lit, un mur plus petit à l'intérieur du mur que je pouvais démonter en été et reconstruire en automne. Le berceau ajoutait une autre couche d'isolation autour de l'endroit où je dormais. Jipa a tout observé. Il aidait quand il le pouvait, ce qui était de moins en moins fréquent au fil des mois. Sa toux était devenue permanente. Ses hanches le ralentissaient à un pas traînant les mauvais jours, mais ses yeux étaient toujours vifs et ses conseils toujours judicieux. Vous êtes allé plus loin que Martha, a-t-il dit un après-midi d'octobre, en me regardant marquer les dernières mesures pour la configuration hivernale. Elle n'a jamais terminé les 4 murs. Vous l'avez fait. J'ai regardé autour de la pièce qui avait été une blague, la pièce dont tout le monde s'était moqué. C'est elle qui a fait le plus dur, ai-je dit. Elle a tout compris. Je n'ai fait que suivre les instructions. Jipa a secoué la tête. Suivre les instructions, c'est facile quand elles fonctionnent du premier coup. Vous les avez faites fonctionner, c'est différent. Je suis allé à Medora pour des provisions cette semaine-là. Du sel, de la farine, de l'huile de lampe, une nouvelle tête de hache pour remplacer celle qui s'était fissurée. Au comptoir du magasin général, Madame Nora Pike attendait. Toujours en vie, alors, a-t-elle dit. Toujours en vie. J'ai entendu dire que vous avez rempli toute cette cabane de bois maintenant, les 4 murs. C'est exact. Madame Pike s'est penchée plus près. Vous savez ce que les gens disent de vous. Ils disent que vous êtes aussi folle que la vieille Martha, à vivre dans une pièce où vous ne pouvez même pas bouger, à brûler vos murs autour de vous comme une sorte de cheminée à l'envers. J'ai payé mes provisions sans répondre. Ce n'est pas naturel, a poursuivi Madame Pike, la voix baissant. Cette cabane aurait dû vous tuer l'hiver dernier. La fille Hallenbeck a perdu 3 orteils à cause des gelures, et elle avait une vraie maison. Vous avez une baraque pleine de petits bois. Comment n'êtes-vous pas morte? Le bois ne conduit pas la chaleur comme vous le pensez, ai-je dit doucement. Il emprisonne l'air. L'air immobile n'emporte pas la chaleur. Madame Pike m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Ça n'a aucun sens, a-t-elle dit finalement. Ça a du sens si on le mesure. Je suis parti avec mes provisions,
mais je pouvais sentir son regard sur moi jusqu'à la porte. Le premier étranger qui a compris fut le docteur Moss Bell. Il est venu voir Jipa début mars 1887. La toux de Jipa était devenue si mauvaise que quelqu'un en ville en avait parlé, et le docteur Bell faisait des visites à domicile quand il le pouvait. Il a trouvé Jipa dans ma cabane, assis près du poêle avec une couverture sur les genoux, et il est resté pour l'examiner. Après l'examen, le docteur Bell s'est tenu au centre de ma minuscule pièce, ses gants enlevés, et a regardé les murs. C'est remarquable, a-t-il dit doucement. Pourquoi personne ne sait ça? Ils le savent, ai-je dit. Ils pensent que c'est de la folie. Le docteur Bell était le seul médecin de la ville, surmené et sous-payé, avec des lunettes de travers sur le nez et un air d'épuisement perpétuel. Mais ses yeux étaient vifs, et quand il a regardé mes murs, il a vu ce que Mme Pike avait manqué. La coque secondaire réduit les infiltrations, a-t-il dit à mi-voix. L'espace d'air immobile ralentit la perte par conduction. Le bois lui-même a une faible conductivité thermique, donc il ne transmet pas le froid comme la pierre ou le métal. Il s'est tourné vers moi. C'est vous qui avez conçu ça? Ma tante. Martha Van, je l'ai terminé. Le docteur Bell a hoché la tête lentement. Je me souviens d'elle. Les gens disaient qu'elle était étrange, ils ne disaient pas qu'elle était physicienne. Il est revenu 2 semaines plus tard avec une circulaire d'une page qu'il avait rédigée lui-même, intitulée « Sur les murs intérieurs en bois de chauffage pour l'hivernage d'urgence ». Il avait exposé les principes dans un langage simple que tout le monde pouvait comprendre. Il voulait l'afficher au magasin général. « Les mathématiques sont solides », m'a-t-il dit. « La physique est solide. Si plus de gens savaient ça, moins de gens mourraient pendant les hivers rigoureux. » J'ai regardé la circulaire. L'idée de ma tante, expliquée par l'écriture d'un médecin, prête à être partagée avec une ville qui s'était moquée de nous deux. Affichez-la, ai-je dit. Il l'a fait. Madame Kettering l'a retirée en moins d'1 semaine. Salas Red s'en est assuré. Red possédait le plus grand entrepôt de fret et le plus grand parc à bois de Medora. Il vendait du bois transporté à des prix élevés et louait des abris d'urgence pendant les tempêtes. Si les gens cessaient d'avoir besoin de son abri parce qu'ils pouvaient construire le leur, ils perdaient de l'argent. Si les gens cessaient d'acheter son bois parce qu'ils l'utilisaient plus efficacement, ils en perdaient encore plus. Il m'a trouvé devant le magasin général en octobre 1887, 3 mois avant le pire hiver que quiconque au Dakota n'ait jamais connu. « Mademoiselle Van », a-t-il dit. Red était un homme imposant, aux larges épaules, avec une barbe qui cachait la plupart de son expression et des yeux qui ne cachaient rien du tout. Il avait l'air de quelqu'un qui avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait. « Monsieur Red, j'entends dire que vous dites aux gens de remplir leur maison de bois de chauffage. Je dis aux gens comment rester au chaud. » Red s'est approché. « Continuez à dire aux imbéciles d'empiler du combustible dans leurs pièces, et l'un d'eux brûlera vif. Je ferai en sorte que votre concession soit saisie pour danger public. » Je n'ai pas reculé. « Alors, dites la vérité quand vous en parlez. » Il s'est penché. Son haleine sentait le tabac. « La vérité, c'est ce que les gens peinent pour entendre en hiver. La vérité, c'est ce que votre parc à bois vend du bois de chauffage au double de ce qu'il en coûte de le couper soi-même. La vérité, c'est que votre entrepôt-abri fait payer aux familles $1 la nuit pour dormir sur de la paille. La vérité, c'est que les gens meurent pendant les mauvais hivers parce qu'ils ne peuvent pas se permettre ce que vous vendez. » Le visage de Red n'a pas changé. « Faites attention, mademoiselle Van. Vous êtes une fille seule dans une baraque à 9 miles de la ville. Des choses arrivent aux gens qui vivent si loin de toute aide. » Il s'est éloigné avant que je puisse répondre, mais je l'ai regardé partir et j'ai pensé à ce que Jipa avait dit. La frontière ne fait confiance qu'à ce qu'elle voit. Elle croit au résultat. Quand cette pièce vous gardera en vie à travers quelque chose qui tue les non-préparés, ils comprendront. L'automne de 1887 fut trop calme. Le ciel est resté clair, l'herbe a séché, devenant cassante. Les puits sont restés stables et les gens sont devenus négligents. Jipa observait l'horizon chaque soir avec une expression que je ne pouvais pas lire. « Les hivers rigoureux arrivent après que les hommes se sont sentis à l'aise », a-t-il dit un soir. « Le temps aime nous le rappeler. » Je pensais qu'il était superstitieux. J'avais tort. Le froid est arrivé en janvier 1888. Il est arrivé comme les catastrophes des prairies arrivent toujours, avec un mensonge d'abord. Le 12 janvier était chaud, doux.
La neige fondait des avant-toits. Les hommes montaient à cheval sans écharpe. Les enfants jouaient dehors sans manteau. La pension de Medora a ouvert ses fenêtres pour laisser entrer l'air. Les gens parlaient d'un printemps précoce. Je savais que c'était faux. Le baromètre dans la cabane de Jipa, un vieil instrument de l'armée qu'il gardait depuis 30 ans, a chuté de 3 points entre midi et le coucher du soleil. Le ciel au nord-ouest est devenu dur et métallique, une couleur que je n'avais jamais vue auparavant. Les peupliers se sont tous. Jipa est apparu à ma porte juste avant la nuit. Ça arrive, a-t-il dit. Je sais. Ça va être terrible. Je sais. Il a regardé mes murs, le bois empilé, les liens soignés, le système que nous avions passé 2 ans à construire. Puis il m'a regardé. Vous êtes prête, a-t-il dit. La plupart des gens ne le sont pas. La température a commencé à chuter avant le coucher du soleil. À minuit, elle était en dessous de zéro. À l'aube, elle était à 30 degrés sous zéro et continuait de baisser. Le vent est venu du nord-ouest par rafales qui frappaient de la cabane comme des poings, assez fort pour faire trembler la porte dans son cadre. Je me suis réveillé avec un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Un silence absolu à l'extérieur de mes murs. Le genre de silence qui vient quand tout ce qui vit a fui ou a gelé. Le poêle brûlait régulièrement. La pièce était fraîche mais pas froide. Les murs de bois tenaient bon, mais le vent continuait de forcir. La vague de froid a frappé Medora comme un bourreau. Les puits ont gelé en premier. Pas les plus profonds, pas encore, mais les pompes à main peu profondes sur lesquelles la plupart des familles comptaient. La glace s'est formée dans les tuyaux et ne voulait pas se dégager. Les gens ont fait fondre de la neige pour avoir de l'eau et ont brûlé leurs réserves de bois 2 fois plus vite. Puis le bétail a commencé à mourir. Les vaches ont gelé debout dans les champs, trop froides pour bouger, leurs pattes bloquées sur place. Les chevaux, dans des étables inadéquates, ont développé des gelures aux oreilles et au museau. La famille Hollenbeck a perdu sa vache laitière le 2e jour. Puis les bâtiments ont commencé à céder. La pension de Mme Nora Pike ne pouvait pas garder sa cuisine chaude après que le tas de bois ait été recouvert de neige et que la porte arrière ait laissé entrer l'air froid plus vite que le poêle ne pouvait le combattre. Elle a déplacé tout le monde dans la pièce principale et a accroché des couvertures sur les fenêtres, mais ce n'était pas suffisant. La température à l'intérieur est tombée en dessous de zéro à la tombée de la nuit. La famille Hollenbeck était dans une situation pire. Le appentis au toit en dents-ci n'avait jamais été correctement scellé. Le vent d'ouest a inversé le tirage de leur poêle, remplissant la pièce de fumée et les forçant à choisir entre la suffocation et le gel. Ils ont choisi le gel. 3 enfants se sont blottis sous toutes les couvertures qu'ils possédaient pendant que leurs parents essayaient de rallumer le feu. L'école du révérend Cole était chaude à midi et mortelle le soir. La réserve de bois s'est épuisée. Le mur ouest transpirait de givre à l'intérieur. Au moment où quelqu'un a pensé à vérifier, 2 des plus jeunes enfants montraient des signes d'exposition sévère au froid. Silas Red avait du bois. Il avait beaucoup de bois, mais son entrepôt-abri était plein et il faisait payer 2 $ la nuit pour une place au sol. Les familles qui ne pouvaient pas payer dormaient dans leurs maisons défaillantes et priaient. J'ai appris tout cela plus tard. Pendant le pire de la tempête, je n'ai rien entendu. Le vent était trop fort et le ravin trop loin de la ville. Ce que je savais, c'était ceci. Ma pièce tenait bon. Le poêle brûlait régulièrement, alimenté par les rangées les plus intérieures du mur de bois. Je tirais le combustible du mur par sections prudentes, n'exposant jamais plus de quelques pouces de la vieille coque de rondin au froid. L'espace entre les piles et les murs extérieurs restait intact. L'espace d'air immobile continuait de faire son travail. Le 3e jour, la température a chuté à 47 degrés sous zéro. Je l'ai mesuré avec un thermomètre que Jipa m'avait donné, le tenant à l'extérieur de la fenêtre pendant 5 minutes, puis le rentrant. 47 sous zéro. À l'intérieur de ma pièce, au niveau du sol, près du poêle, il faisait 51 degrés au-dessus de zéro. Une différence de 98 degrés. Je me suis assise sur mon lit et j'ai regardé les murs, le bois qui avait été une blague, le système dont tout le monde s'était moqué. Les mots de Martha me sont revenus. Ce qui vous sauve dans un pays difficile, c'est souvent ce dont les gens se moquent avant de le comprendre. Je comprenais maintenant. Jipa s'est effondré le 4e jour.
Il avait aidé à transporter un enfant de la pension de Nora Pike jusqu'à ma cabane. L'enfant avait 5 ans, le plus jeune pensionnaire de Madame Pike, enveloppé dans tellement de couvertures qu'elle ne pouvait pas bouger les bras. Jipa avait insisté pour aider, même si ses poumons n'étaient pas à la hauteur, même si le froid aggravait sa toux à chaque respiration. Il a atteint ma porte. Il m'a tendu l'enfant. Puis il est tombé. Je l'ai fait entrer. Je l'ai mis sur le lit. J'ai empilé des couvertures sur lui. J'ai attissé le feu et j'ai tenu une tasse d'eau tiède à ses lèvres. Le système fonctionne, a-t-il dit, sa voix à peine un murmure. Dites-leur. Vous leur direz vous-même. Il a secoué la tête. J'ai vu ce que j'avais besoin de voir. Je n'ai pas discuté. J'ai juste tenu la tasse stable et je l'ai laissé boire. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. La cabane était chaude. La cabane pouvait rester chaude. La cabane pouvait accueillir plus que moi seul. Je n'allais pas laisser les gens geler pendant que j'étais assise en sécurité dans une pièce pleine de combustible. La première personne à venir fut Nora Pike. Elle est arrivée le 5e jour, enveloppée dans une couverture par-dessus son manteau, le visage à vif à cause du vent. Elle s'est tenue à ma porte, les mains serrées et la mâchoire crispée, et elle a demandé si je pouvais lui donner des instructions. Pas la charité, pas la chaleur, des instructions. Elle ne pouvait pas se résoudre à demander de l'aide directement. Elle avait passé 2 ans à me traiter de folle. Elle avait retiré la circulaire du Dr. Bell. Elle s'était moquée de la mémoire de Martha en face de moi. Je ne l'ai pas fait supplier. Rentrez d'abord le bois de votre mur nord, ai-je dit, côté fendu vers l'intérieur. Laissez une allée pour le poêle. Je viendrai quand Jipa dormira. Ses yeux se sont écarquillés. Vous m'aideriez? Je vous apprendrai. Ce n'est pas la même chose. Elle est partie. Elle est revenue le lendemain matin avec 2 hommes et un traîneau plein de bois de chauffage. J'ai marché jusqu'à la pension avec eux, me déplaçant dans un froid qui me brûlait le visage et gelait mes cils. La pension était en train de mourir. Le mur de la cuisine fuyait si gravement que du givre s'était formé à l'intérieur des rondins. Le poêle brûlait fort, mais la chaleur s'échappait plus vite qu'elle ne pouvait être remplacée. Les gens étaient blottis ensemble dans la pièce principale, les enfants au centre, les adultes sur les bords, tout le monde portant tout ce qu'il possédait. Je leur ai montré quoi faire. Commencez par le pire mur, ai-je dit. Empilez le côté fendu vers l'intérieur, aussi serré que possible. Laissez un espace entre le bois et le mur de rondins. La largeur d'une main, pas plus. L'espace emprisonne l'air. L'air immobile est meilleur que l'air en mouvement. Ils ont empilé. J'ai supervisé. L'après-midi, un mur était fait. Le soir, 2. Le lendemain matin, la pension retenait la chaleur. La nouvelle s'est répandue. La famille Hollenbeck est venue ensuite. Ils n'avaient plus de bois. Ils l'avaient toute brûlé. J'ai envoyé des hommes couper du bois mort dans mon ravin, le ramener sur des traîneaux et l'empiler contre leur mur ouest, pendant que leurs enfants regardaient avec des visages rougis par le gel. Puis l'instituteur est venu. Puis 2 transporteurs de l'entrepôt de Red, envoyés par leurs femmes qui avaient entendu dire que la pension était chaude. Puis des familles qui avaient ri dans la salle du testament 3 ans plus tôt, quand Madame Kettering avait lu le testament de Martha et appelé mon héritage une blague. J'ai donné à des gens qui m'avaient fait du mal. J'ai donné à la famille de Peterson, qui m'avait gardé pendant 2 mois, puis m'avait mise dehors quand j'avais corrigé les comptes de semences de M. Peterson. J'ai donné à la cousine de Mme Brennan, qui avait dit un jour que j'étais trop étrange pour un travail honnête. J'ai donné à des gens qui s'étaient moqués de la mémoire de Martha, avaient appelé sa cabane une blague et avaient dit que j'étais folle d'y vivre. Jipa regardait depuis le lit. Il était trop faible pour aider, mais ses yeux suivaient tout. Ils ne le méritent pas, a-t-il dit un soir, après que j'ai envoyé mon meilleur érable Negondo séché à une famille qui s'était moquée de Martha et de moi. J'étais épuisé. Mes mains étaient à vif à force de travailler dans le froid. Ma gorge me brûlait à force de respirer de l'air gelé. Peut-être pas, ai-je dit, mais le froid ne se soucie pas de qui a été cruel, et je n'apprendrai pas la cruauté de la météo. Jipa est resté silencieux un long moment, puis il a dit « Martha aurait été fière de vous. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à travailler. Silas Red est venu le 9e jour. Il n'est pas venu pour s'excuser. Il est venu parce que l'opinion publique avait changé et même lui pouvait le sentir. Et il a envoyé un chariot de peupliers à mon ravin, l'a laissé sans un mot et est reparti avant que je puisse le remercier ou refuser. Plus tard, j'ai entendu ce qu'il avait dit à quelqu'un en ville.
Une mauvaise idée qui a eu la chance de survivre à la tempête. Il n'a jamais admis qu'il avait tort. Il ne s'est jamais excusé, mais il ne m'a plus jamais menacé non plus. Le froid a duré 12 jours. 12 jours de température qui ne sont jamais montés au-dessus de zéro. 12 jours de vent qui faisaient grincer les poutres et chanter les tuyaux de poêle. 12 jours de peur, de combustible et de famille apprenant enfin ce que Martha Vin avait essayé de leur enseigner. Quand ça s'est terminé, 4 personnes à Medora étaient mortes. 2 d'exposition au froid, une d'un incendie de poêle, une d'une crise cardiaque en pelletant de la neige. 4 personnes dans une tempête qui aurait dû en tuer des dizaines. Madame Ada Kettering est venue en mars. La neige avait suffisamment fondu pour voyager. Les routes étaient boueuses, mais praticables. Elle est arrivée dans un traîneau de location, portant la même robe de bombazin noir qu'elle portait dans la salle du testament 3 ans plus tôt, transportant une boîte à documents en étain enveloppée dans des châles. J'étais dehors quand elle est arrivée, vérifiant le hangar où je gardais le bois séché. Je l'ai regardée descendre du traîneau et marcher vers moi, ses bottes s'enfonçant dans la boue, son visage illisible. Elle s'est arrêtée à 3 pieds de moi. « Mademoiselle Vin », a-t-elle dit. « Madame Kettering. » Puis-je entrer? J'aurais pu refuser. J'avais tout à fait le droit de refuser. Elle s'était moquée de moi. Elle avait retenu les lettres de Martha. Elle avait appelé mon héritage une blague. Mais je me suis écarté et je l'ai laissée entrer. Elle s'est tenue au centre de ma minuscule pièce et a regardé les murs, les marques de morsures noircies, dans la coque de bois intérieure où j'avais brûlé le combustible rangé par rangée pendant l'hiver, les traverses de plancher, les tasseaux de plafond et le système qui m'avait gardé en vie pendant que le territoire gelait. Pendant un long moment, elle n'a pas parlé. Puis elle a dit « J'ai parlé cruellement il y a 3 ans parce que je pensais que la pauvreté se survivait mieux par le réalisme que par l'espoir. J'avais tort sur les deux. » Je n'ai pas répondu. Elle a ouvert la boîte à documents en étain. À l'intérieur se trouvaient les lettres de Martha, celles qui n'avaient jamais été transmises. « Celles-ci sont arrivées quand vous aviez 14 ans, a dit Madame Kettering. Votre tante a écrit 2 fois pour vous demander. Elle voulait vous prendre sous son aile. Elle voulait vous donner la concession, les carnets et tout ce qu'elle avait appris. Elle a tendu les lettres. Je les ai prises. Je ne les ai pas transmises parce que je pensais que donner une concession et les expériences d'une femme morte à une orpheline à moitié adulte était une autre forme de négligence. Je pensais vous protéger d'un faux espoir. J'ai regardé les lettres, l'écriture de Martha, les mots qu'elle avait écrits pour me trouver, pour m'amener ici, pour tout me donner. Après sa mort, a poursuivi Madame Kettering, j'ai failli brûler le paquet avec de vieux papiers sur de compte. Je l'ai gardé parce que l'écriture semblait importante. Je ne savais pas ce qu'il disait. Elle s'est tue. Je pouvais sentir le poids de tout ce qu'elle m'avait volé. Les années que j'avais passées à être ballotté de famille en famille. Les années que Martha avait passées seule, attendant une lettre qui n'est jamais arrivée. La connexion qui aurait dû se faire et qui ne s'est pas faite. Mais je pouvais aussi sentir la chaleur de la pièce, les murs que Martha avait conçus, le système que j'avais terminé, les gens qui étaient en vie parce que j'avais appris ce qu'elle avait essayé d'enseigner. Je vous pardonne, ai-je dit. Les yeux de Madame Kettering se sont écarquillés. Je vous pardonne, ai-je répété. Pas parce que vous aviez raison d'arrêter les lettres, pas parce que j'ai oublié. Je vous pardonne parce que je préfère garder cette pièce chaude plutôt que de la remplir de ce qui aurait dû être. Elle est partie 1 heure plus tard. Je ne l'ai jamais vue pleurer, mais sa main a tremblé quand elle est remontée dans le traîneau. Ce printemps-là, le Dr Bell a envoyé sa circulaire vers l'Est avec un cavalier de ravitaillement. Un journal agricole territorial a mentionné la méthode 20 du mur intérieur en bois pour l'hivernage d'urgence. Le nom de Martha était inscrit au-dessus du mien. Je m'en suis assuré. Jipa est mort en septembre 1888. Je l'ai trouvé sur la vieille chaise de Martha sur le porche, une main reposant sur une jauge à cheville qu'il était en train de fabriquer pour l'espacement des murs. Un bol de bouillon de haricots était posé sur la table à côté de lui, refroidi. Son visage semblait paisible. Pas parti exactement, juste terminé. Je l'ai enterré sur une colline au-dessus du ravin, d'où il pouvait voir la cabane et le méandre de la rivière. J'ai planté un cercle de boutures de pruniers sauvages autour de la tombe, parce qu'il m'avait dit un jour que les Badlands méritaient une jolie chose têtue qui fleurissait chaque printemps.
Il m'a laissé son coffre de charpentier, une mule en bonne santé et un papier plié me nommant propriétaire de son petit hangar à Medora. Le hangar est devenu mon atelier où je fabriquais des traverses de plancher et des renforts de murs pour les familles qui voulaient apprendre. Je me suis marié à 26 ans. Daniel Reeve était un forgeron qui était venu pour la première fois pour installer des plaques de poêle plus sûres pour ma cabane de démonstration. C'était le genre d'homme qui écoutait plus qu'il ne parlait, qui travaillait de ses mains, qui comprenait sans demander pourquoi je m'asseyais parfois seul avec les carnets de Martha et pleurais. Nous avons eu 3 enfants. Ils ont grandi dans une cabane entourée de bois empilé, pensant que c'était la chose la plus naturelle au monde de brûler ses murs de l'intérieur. J'ai aidé à hiverniser des dizaines de maisons d'une seule pièce au cours des décennies suivantes. J'ai écrit un mince livret pratique avec le Dr. Bell. Les gens m'envoyaient chercher avant les hivers rigoureux, pas après. Mes mains connaissaient le système des murs comme un pianiste connaît un clavier. Je pouvais regarder une pièce et voir le flux d'air, les points faibles, les endroits où la chaleur s'échapperait. J'ai vieilli dans ce travail. Je suis morte un matin de mars, 63 ans après que Mme Kettering ait lu le testament de ma tante dans cette arrière-salle et que toute la ville se soit moquée. On m'a trouvé dans l'atelier, assise sur un tabouret à côté d'un mur de démonstration à moitié empilé. Un seul bâton fendu reposait sur mes genoux, comme si je m'étais seulement arrêté pour me reposer. Ma fille aînée a dit « Elle avait l'air occupée, pas partie. » La cabane est toujours debout. Les cornettes de Martha sont dans une armoire vitrée dans la pièce principale où les visiteurs peuvent les voir. À côté de l'armoire est accrochée une coupe transversale chevillée de la coque de bois intérieure d'origine, roussie là où l'hiver de 1888 a été brûlé, une rangée à la fois. L'école de Medora enseigne la méthode 20. Maintenant, ils expliquent la physique. Faible conductivité thermique, espace d'air immobile, le principe selon lequel le combustible peut abriter avant de brûler. Ils montrent des diagrammes et des mesures. Ils font paraître cela simple. Mais ce qu'ils n'enseignent pas, c'est ce que l'on ressentait. Ils n'enseignent pas le rire dans cette arrière-salle. Les 93 centimes, la route qui empirait jusqu'à disparaître dans l'herbe. La première nuit seule dans une cabane qui sentait les nids de souris et la vieille cendre a pensé à retourner en ville à pied. Il n'enseigne pas ce que Martha a écrit lors de son 12e hiver, seul sur cette concession pendant que le vent aiguisait son couteau contre ses murs. Ce qui vous sauve dans un pays difficile, c'est souvent ce dont les gens se moquent avant de le comprendre. Ils n'enseignent pas ce que cela signifie d'hériter de quelque chose sans valeur et de découvrir que cela n'a jamais été sans valeur du tout. Alors, laissez-moi vous demander quelque chose. De quoi les gens se moquent-ils dans votre vie? Quelle chose tenez-vous que tout le monde vous dit être trop petite, trop étrange, trop improvisée pour vous sauver? Qu'avez-vous brûlé trop vite alors que vous auriez dû l'empiler soigneusement autour de vous d'abord? Peut-être est-ce une compétence que personne ne valorise. Peut-être est-ce un lopin de terre, littéral ou métaphorique, dont tout le monde dit qu'il ne vaut pas de la peine. Peut-être est-ce une façon de penser, une façon de voir qui fait que les gens secouent la tête et vous traitent de fou. Peut-être que quelqu'un vous a laissé des carnets, des lettres, des connaissances, et que vous avez été trop occupé à écouter les rires pour les lire. Le froid vient pour nous tous, d'une manière ou d'une autre. Il vient toujours. La question est de savoir si vous avez construit vos murs avant qu'ils n'arrivent. J'avais 16 ans, avec 93 centimes et nulle part où dormir. J'ai hérité de 12 acres de vent et d'une baraque bonne à stocker des navets. Le dédain institutionnel m'a ri au nez et a qualifié mon héritage de blague faite à une jeune fille. Mais j'avais des carnets, j'avais du bois, j'avais une pièce dont tout le monde disait qu'elle me tuerait. Et j'ai empilé mes murs. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, si elle vous a fait penser à votre propre ravin balayé par le vent et à vos propres peupliers tordus, abonnez-vous pour plus d'histoires sur des gens ordinaires qui ont construit des vies extraordinaires à partir du rien qu'on leur a donné. Votre ressource pour l'hiver est déjà entre vos mains. Empilez-la avant que le vent n'arrive.